Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le Sénat s'abrite derrière l'abstention après la déclaration de politique générale du Premier ministre. La Haute Assemblée a choisi de s'abstenir. Un vote qui n'est pas un blanc-seing, mais qui n'est pas non plus une opposition systématique au gouvernement. L'analyse du scrutin dans cette édition. Coup d'envoi du recueil des signatures pour le référendum d'initiative partagée sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Un site web a été ouvert cette nuit. Il faut désormais rassembler 4,7 millions d'électeurs pour déclencher cette procédure inédite qui a été déclenchée par des parlementaires de droite et de gauche. Le débat est à suivre. Un accord a été trouvé entre députés et sénateurs sur le projet de loi pour une école de la confiance. Réunis en commission mixte paritaire, les élus ont trouvé une version commune du projet de loi Blanquer. Les sénateurs ont en effet fait des concessions, notamment sur la question du financement des écoles maternelles privées. On vous en parle à la fin de cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Quentin Calmet en direct de l'hémicycle du Sénat et Alexandre Poussard en direct de la salle des conférences pour les réactions des sénateurs à l'actualité aujourd'hui dans notre multiplex tout de suite. Sans surprise, le Sénat n'a donc pas voté la confiance demandée par Édouard Philippe ce matin à l'issue de sa déclaration de politique générale. Mais la Haute Assemblée s'est réfugiée derrière un vote massif en faveur de l'abstention. Alors pour en parler, on retrouve Quentin Calmet dans l'hémicycle. Quentin, pouvez-vous nous détailler le vote des sénateurs? Oui, Delphine, pour bien comprendre, je vous propose de regarder les forces en présence au Sénat, les différents groupes politiques tels qu'ils existent aujourd'hui. Et la question qui était posée, c'était de savoir comment, avec ce 49-4, cette procédure de vote demandée par le gouvernement, comment ces forces politiques allaient se répartir entre vote pour, vote contre ou abstention. Et bien pour commencer, je vous propose de voir une infographie de ceux qui ont voté pour. Ils sont 71. En plus des 23 sénateurs En Marche pour lesquels on pouvait s'attendre à un vote pour, il y a donc une moitié du groupe centriste, les sénateurs indépendants venus de la droite, et une partie des radicaux, en l'occurrence les radicaux de droite, qui ont donc voté la confiance, et même un sénateur LR, Jean-Pierre Grand. 71 sur 348, c'est un motif de satisfaction pour le ministre des Relations avec le Parlement. Écoutez Marc Fesneau, il était tout à l'heure au micro de Tam Tranu en salle des conférences du Sénat. Je rappelle la situation dans laquelle nous sommes. Au Sénat, 23 sénateurs LREM qui se réclament de la majorité et eux seuls. Nous sommes à 71, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont voulu montrer avec... on a écouté le discours du président Maluret, du président Marseille, du président Requier, qui ont exprimé un certain nombre de choses qui allaient dans le bon sens pour eux, des choses sur lesquelles il fallait aller plus loin. Je le prends comme un signe d'ouverture d'un certain nombre de gens qui disent on veut la réussite du pays. On veut qu'il y ait des rassemblements qui puissent s'opérer dans l'intérêt du pays. On veut être dans une stratégie du dépassement, ce qu'a dit le Premier ministre. Et c'est bien qu'on puisse franchir ces seuils-là. Je salue aussi ceux qui ont fait le choix de l'abstention, qui est une position de réserve qu'on peut comprendre. Personne ne demande à personne de renoncer à ce qu'il est. Voilà, le ministre qui salue aussi ceux qui ont choisi de s'abstenir. Alors justement, parlons-en, ceux qui ont choisi de s'abstenir, regardez cette autre infographie. Ils sont sur 348 sénateurs, une très large majorité, 181 à choisir cette position. Beaucoup viennent des LR, mais aussi donc du groupe centriste. Au sein du groupe centriste, ils sont 28 sur 51 à s'abstenir. La majorité de droite et du centre a donc réussi, a priori, à éviter le piège de la division tendue par Édouard Philippe avec ce 49-4, en adoptant, selon eux, selon ces sénateurs, une position d'ouverture en revendiquant une position constructive. Ils sont même 10 sénateurs socialistes à avoir choisi cette abstention. Et enfin, dernier cas de figure, le vote contre. C'est le dernier cas que je vous propose de découvrir. Ils sont 93, essentiellement des sénateurs communistes, socialistes et donc une dizaine de LR. Pour eux, il s'agit d'afficher clairement une opposition au gouvernement avec ce vote ce matin. Merci beaucoup Quentin pour vos explications. Et justement, parmi les sénateurs LR à avoir voté contre cette déclaration de politique générale, il y a la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio. Elle est à vos côtés, Alexandre Poussard. Et oui, Jacqueline Eustache-Brinio, vous faites partie des sénateurs, les Républicains, qui ont refusé et qui ont voté contre la confiance au gouvernement. Pourquoi ce choix ? D'abord, je voudrais rappeler que nous avons une liberté de vote au sein du groupe LR et que c'est aussi une chance de pouvoir de temps en temps s'exprimer
par rapport à ce que nous portons, je pense que depuis que je suis ici, c'est la première fois que j'utilise cette liberté, qui ne remet évidemment pas en cause mon appartenance forte à ce groupe. Je n'ai pas voté cette confiance et j'ai voté contre parce que je voulais vraiment affirmer toutes mes inquiétudes sur ce que nous prévoit et nous promet surtout le Premier ministre. Alors certes, il a adapté son discours au Sénat aujourd'hui, mais sur le volet économique et sur le volet sociétal, pour moi, j'ai vraiment de grandes questions qui se posent à moi. On distribue de l'argent qu'on n'a pas, bon, important. On voit que cette promesse de campagne qui était forte sur la taxe d'habitation, on va mettre probablement 6 ans pour l'appliquer à l'ensemble des Français. On ne sait toujours pas vraiment comment va être compensée cette taxe d'habitation. Et sur les problèmes sociétaux, je n'ai rien entendu sur des inquiétudes des Français, sur la laïcité, je n'ai rien entendu, sur le communautarisme, je n'ai rien entendu. Il y aura un débat annuel au Parlement sur l'immigration. Le débat annuel, ce n'est pas un engagement, c'est un débat. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut parler, mais parler, ça ne suffit pas. Et c'est un peu pour ça que j'ai voté contre, parce que je trouve que parler, ça ne suffit pas. Les Français, plus que nous-mêmes d'ailleurs, ils ont besoin d'actes et de réalité. Est-ce que vous comprenez l'abstention de la majorité de vos collègues les Républicains qui veulent se montrer constructifs, sans opposition systématique vis-à-vis du gouvernement? Moi, je respecte le choix de chacun. Je pense qu'effectivement, on peut se positionner. De toute façon, rappelons quand même que 71 sénateurs ont voté la confiance sur 345 sénateurs. Donc ça, c'est l'essentiel. N'oublions pas ce chiffre. L'abstention et le vote contre font qu'aujourd'hui, le gouvernement a obtenu 71 voix pour cette fameuse confiance. Donc la question, elle est là. La question, elle est là. Donc voilà, moi je peux comprendre que des sénateurs soient peut-être plus tolérants que moi par rapport à cette inquiétude. Et que moi, en tout cas, je ne fais pas d'obstruction systématique. Il y a des choses que j'ai votées, il y a des choses que je voterai encore. Mais aujourd'hui, j'avais envie de le poser différemment. Alors parlons de la majorité de droite et du centre au Sénat. Vos collègues centristes, pour moitié, ils ont fait confiance au gouvernement. Est-ce que Édouard Philippe a réussi à fragiliser cette union de la droite et du centre au Sénat? Pas du tout. Il n'a absolument pas fragilisé. Enfin, les chiffres sont là. Il n'a absolument pas fragilisé. Il y a probablement des sensibilités qui sont un petit peu différentes dans cette majorité sénatoriale, mais il ne l'a absolument pas fragilisé. Il n'a pas réussi à la fragiliser. C'est important pour nous. Alors malgré cette opposition, est-ce que vous retenez des points positifs dans l'acte 2 du quinquennat dessiné par Édouard Philippe? Écoutez, moi, il y a quelque chose d'abord que je voudrais dire. Nous arrivons ce matin pour écouter le Premier ministre sur cet engagement pour les 3 ans qui viennent. Et on apprend que Mme Belloubet va instituer l'irresponsabilité des mineurs de moins de 13 ans. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui agacent. En tout cas, moi, qui m'agace. On se posait des questions sur l'ordonnance de 45, sur la responsabilité pénale des mineurs. Et on apprend ce matin qu'en dessous de 13 ans, il y aura une irresponsabilité. Ça veut dire que, et moi je suis élu de banlieue, ça veut dire que les mômes de moins de 13 ans, ils vont être entre les mains de certains trafiquants et qui ne risqueront rien. C'est grave ça. On n'en discute pas, parce qu'en plus on n'en discute pas, on n'en mesure pas les conséquences, et hop, on apprend ça dans la presse ce matin. Et c'est ça qui, en tout cas, m'a probablement poussé à voter contre ce matin. Oui, c'est cette méthode. C'est cette méthode. Et cette réforme de la justice des mineurs qui fera partie de l'acte 2 du quinquennat. On verra comment. Merci Jacqueline Eustache-Brinio d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction. On va continuer d'analyser le discours d'Édouard Philippe puisqu'il était particulièrement attendu ce matin par les sénateurs, notamment sur la question de la réforme des institutions. Hier, le Premier ministre avait déclenché la colère de Gérard Larcher, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour un vote du Sénat. Il a laissé planer la responsabilité de l'échec de cette réforme sur la Haute Assemblée. Cécile Sixou. Sans le Sénat, ça ne se fera pas. Édouard Philippe l'a redit ce matin devant la Haute Assemblée. Le gouvernement n'engagera pas de révision constitutionnelle sans le soutien des sénateurs. Le Sénat a été très clair sur le fait qu'il n'y aurait d'accord sur rien s'il n'y avait pas d'accord sur tout. Nous ne renonçons donc pas à nos ambitions. Nous attendrons le moment propice et la manifestation de volonté du Sénat. Le Sénat responsable du report de la réforme. À la sortie de l'hémicycle, les sénateurs n'apprécient pas d'être ainsi pointés du doigt. C'est un peu une manière d'essayer de nous faire porter le chapeau d'une réforme constitutionnelle qui a du mal à accoucher, on le voit bien, depuis maintenant plusieurs années, et d'essayer de nous coller une étiquette qui conduirait à ce qu'on pense qu'on s'oppose à la réforme et à la modernisation de la vie politique. Est-ce qu'un accord était possible ? Une négociation, c'est un pas l'un vers l'autre. Et manifestement, on a décidé d'arrêter la procédure de ce rapprochement, alors qu'on a besoin d'une réforme constitutionnelle. Pour les sénateurs LR, si le gouvernement a fait le choix de repousser cette réforme, c'est qu'en réalité, ça l'arrange. Moi, je considère que c'est une manœuvre.
parce que ça veut dire j'attends d'avoir un Sénat modifié, transformé, avec une autre majorité pour présenter la réforme. Donc c'est qu'il ne veut pas un accord clair avec l'actuelle majorité sénatoriale. Je crois que le gouvernement découvre que la réforme institutionnelle va surtout nuire à sa propre majorité à l'Assemblée nationale. Faites le compte, ils ont une majorité absolue. Si on diminue d'un tiers ou d'un quart seulement le nombre de députés, et si l'on fait en sorte que 20% d'entre eux soient élus à la proportionnelle, ça veut dire que pratiquement la moitié des députés de la République En Marche se sentent menacés. Alors, ils n'oseront pas le reconnaître. Si le texte est repoussé, il n'est toutefois pas abandonné. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a assuré qu'elle le présentera en Conseil des ministres. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec la sénatrice centriste Françoise Gatel. Oui, Françoise Gatel, le gouvernement a reporté cette réforme des institutions à cause du blocage autour de la baisse du nombre de parlementaires. Gérard Larcher a parlé de renoncement. Qu'en pensez-vous ? Alors d'abord, moi je voudrais saluer avec beaucoup de sincérité la démarche du Premier ministre qui est venu ici au Sénat dialoguer, échanger, montrer qu'il est dans une démarche d'écoute par rapport au territoire et de volonté de libérer les territoires et de laisser les initiatives. Ensuite, sur la réforme constitutionnelle, moi j'ai trouvé les jours se suivent et peuvent être différents. Comme à la météo, hier, voilà, on a entendu un discours un peu plus, on va dire, excessif par rapport au Sénat, avec ce propos qui consiste à dire si le Sénat n'est pas d'accord, eh bien écoutez, il y a un outil qui est le référendum. Moi, je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. Et je pense qu'il faut prendre la question que le président Larcher pose avec beaucoup de sérieux. Et je suis sûre que le président de la République et le Premier ministre, qui sont profondément démocrates, comprendront la finalité de cette question. On a deux sujets au travers ça. D'abord, c'est la juste représentation de tous les territoires, y compris les territoires à plus faible population au Sénat. Voilà, il faut une capacité à représenter les élus, les territoires. On a eu pendant des mois une demande de proximité. Et la deuxième chose, c'est que le Sénat, et on l'a prouvé encore aujourd'hui, nous ne sommes pas une opposition. Nous sommes dans un dialogue, la majorité sénatoriale l'a prouvé, les centristes tout particulièrement, dans un dialogue constructif pour améliorer les choses et travailler ensemble. Et qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un gouvernement éminemment démocratique. Demain matin ou dans quelques années, le jour où on aura un gouvernement totalitaire, s'il n'y a plus que cet espace qui est l'Assemblée nationale, qui est par nature inféodé au gouvernement, qui sera le bouclier de la démocratie? Donc moi je pense qu'il faut continuer à dialoguer et à discuter, et j'ai pris la démarche du Premier ministre ce matin, voilà, comme une démarche d'écoute et d'attention à nos préoccupations. Alors justement, dans ce dialogue, sur ce point de blocage, la baisse du nombre de parlementaires, le gouvernement a déjà fait des efforts. Il est passé d'une baisse d'un tiers à une baisse d'un quart des parlementaires. Est-ce que maintenant c'est au Sénat de faire un pas? Oui, mais on n'est pas dans le marchandage, c'est pas une discussion de marchand de tapis. Moi je salue, je reconnais les avancées proposées par le gouvernement, c'est indéniable. Toutefois, il ne s'agit pas de se cramponner à un chiffre et d'arriver à un arbitrage de marchand de tapis. C'est de s'assurer encore une fois que le nombre de parlementaires qui sera retenu permettra, par les règles de définition du nombre, d'avoir une représentation juste et efficace de tous les territoires. Et quand on parle de territoire, c'est à l'échelle départementale. Donc ça, c'est une vraie question que l'on doit partager ensemble. C'est en tout cas la leçon qu'on doit tirer de tous ces mois où les maires étaient un peu agités, les gilets jaunes aussi, où il y a une exigence de proximité, d'écoute et de dialogue. Et nous sommes les représentants des territoires. Et dans le report de cette réforme institutionnelle, est-ce qu'il n'y a pas le problème d'un embouteillage parlementaire avec toutes ces réformes post-grand débat qui doivent être examinées au Parlement, et donc la réforme est repoussée? Alors il y a deux choses. Il y a eu aussi ce signe de grande écoute et de respect des assemblées, puisque le gouvernement a laissé les assemblées ajuster, adapter leur règlement. Donc ça, je trouve que c'est un signe extrêmement positif. Ensuite, il y a des élections sénatoriales en 2020 et qu'il est très important qu'à un moment, on connaisse les règles et que celles-ci soient fixées. Et je pense qu'effectivement, le temps, compte tenu de l'importance des textes à venir, le temps est un peu compté. L'avantage, c'est que ça laisse place, je l'espère encore, au dialogue, à l'écoute et à l'échange respectueux. Très bien, un dialogue respectueux. Merci Françoise Gatel de m'avoir répondu. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Alors quelle lecture faut-il faire de cette abstention massive? Le Sénat est-il encore dans l'opposition? La réforme des institutions est-elle enterrée? Et que faut-il attendre du nouvel acte de décentralisation? On en parle tout de suite dans notre premier débat.
Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sabine Janssen. Bienvenue à vous, vous êtes professeur des universités. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Sur ce plateau également, Grégory Porté. Bienvenue à vous, vous êtes professeur de droit public et enseignant à l'ENA. Et puis deux sénateurs, Vincent Segouin, bienvenue à vous, sénateur LR de l'Orne. Et puis André Gattolin, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. On va analyser le vote, les enseignements de ce scrutin avec cette abstention massive. Vincent Segouin, est-ce que vous pensez que le groupe LR a bien fait d'opter pour ce choix, pas forcément visible et différent de celui de vos collègues députés ? Complètement, j'assume complètement, je fais partie du groupe qui s'est abstenu. Nous avons entendu le Premier ministre sur ses propositions, beaucoup de propositions de droite, il faut l'avouer. Donc les idées, nous les partageons. Maintenant, ce n'est pas un chèque en blanc, nous attendons de voir comment ça va se mettre en place et comment ça va être suivi. Et puis aussi une question importante, ce sont les finances. Certains de vos collègues sénateurs au groupe LR disent ont voté contre, notamment Roger Carucci ou encore Pierre Charon. Ils veulent davantage se situer dans cette opposition comme à l'Assemblée nationale ? Non, ils estiment qu'ils ont un rôle d'opposition pour avoir partagé avec eux, mais ils s'expriment beaucoup mieux que moi sur le sujet, puisque je n'ai pas suivi le vote contre. Mais ils estiment qu'ils ont un rôle d'opposition, qu'ils sont là et que ça met de la force au débat lorsqu'il y a de l'opposition et qu'ils s'assument complètement dans leur rôle. Tout à fait. Maintenant, restent tous les textes à étudier les uns après les autres. André Gattolin, le fait de demander au Sénat de voter avec cet article 49.4 de la Constitution, c'est une procédure rare. C'était aussi pour piéger la droite sénatoriale, la majorité ici. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on entre dans un moment du quinquennat, ça ne durera pas, puisqu'il y aura des élections présidentielles, mais qui est pacifié. On pouvait critiquer suite à la crise des Gilets jaunes la légitimité de la majorité de 2017. On a eu des élections européennes qui sont ce qu'elles sont, sans emballement ou autre. On est dans un moment pacifié et je crois que les partenaires, c'est la même chose dans le monde social et dans la vie politique, ne discutent pas avec un revolver sur la tempe. Je pense que le fait qu'on ait repoussé et quelque part amoindri l'enjeu de la réforme constitutionnelle avec tous les enjeux que ça pouvait avoir. On va y venir, parce que tout le monde n'a peut-être pas la même lecture sur ce plateau. Et la réciproque, le fait que le gouvernement soit dans une logique d'écoute vis-à-vis des maires, mais aussi des élus et de l'opposition, permet ce moment-là pour que, au-delà de nos différences, mais avec nos différences, nous soyons sereins pour entamer quelque chose pour la France. Ça ne durera pas, mais je pense que c'est important et ça montre la responsabilité de la majorité, mais aussi de l'opposition et de la majorité sénatoriale aujourd'hui. Donc je crois que c'est un moment qu'on ne peut qu'apprécier. Ouais. Sabine Janssen, quelle lecture faites-vous de ce vote ? On parlait du groupe LR, il y a le vote des centristes analysé. Même certains socialistes, ils sont 10 à s'être abstenus. Ça peut surprendre. Oui, alors d'abord, je crois quand même que le gouvernement et Emmanuel Macron ont effectué un mouvement vers la droite, malgré tout, assez net. Et par ailleurs, je pense que le problème aussi des Républicains, c'est de se préserver, de limiter les feuillages, comme disait le sénateur Maluret tout à l'heure. Donc, limiter les feuillages, limiter les dégâts. On sait que les municipales approchent et on sait aussi qu'il faut préserver l'unité du mouvement. Donc, l'abstention, c'était, je pense, une façon assez prudente de se positionner sans rien renier, en restant, je dirais justement, ouvert, accessible au dialogue, comme l'a été d'ailleurs le président du Sénat depuis le début, depuis le mois de janvier. On est vraiment dans un dialogue quand même constructif. Il y a eu des avancées d'ailleurs de part et d'autre. Finalement, c'est pas grand-chose la question là du nombre de sièges à abaisser sur beaucoup de points. Voilà, il y a eu, je dirais, des concessions de part et d'autre. Voilà. Maintenant, il me semble que là, l'abstention, c'était, je dirais, ça permettait de concilier un peu tous les desiderata des uns et des autres.
Grégory Porté, la majorité sénatoriale n'avait d'autre choix que d'apporter son soutien par ce vote, par cette abstention ce matin? Non, pas vraiment. Je dirais, je rejoins pleinement votre analyse, dans le sens où on pouvait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une espèce de soutien peut-être de la droite, mais dès lors que le vote avait eu lieu hier à l'Assemblée nationale, c'était très clair. Et comme vous l'avez dit, pour une raison stratégique, la droite n'a pas intérêt à donner un blanc-seing, et puis pour une raison, je dirais, pragmatique. Être d'accord sur un programme général, une révision de la Constitution, dire il faut réviser la Constitution, oui, ça va être la 25e révision de la Constitution. Est-ce qu'on pense qu'il faut la changer? Oui, sans doute. Et d'ailleurs, presque tous les présidents s'y sont essayés à une ou plusieurs reprises. Donc, je dirais, l'enjeu n'est pas de savoir si on est d'accord sur le fait que l'on va manger. La question, c'est de savoir ce que l'on met dans ce menu, qu'est-ce qu'on met à table. Et évidemment, on peut comprendre que pour la raison stratégique que vous évoquiez tout à l'heure, l'abstention était naturelle, en tout cas de la part du groupe LR. Oui. Vincent Segouin, il y avait un risque réel de diviser votre groupe, justement, ce matin, en faisant voter cette confiance Non. On a tout de suite trouvé une unité au sein du groupe très rapidement. Parce qu'on a toujours travaillé comme ça. Il n'y a rien de nouveau. On a voté des lois que l'on a trouvées favorables, qui vont dans notre sens, et comme on a voté des lois contre, mais on a toujours travaillé dans cet esprit, et donc ça correspond pleinement à notre esprit. C'est une recomposition politique, clairement, à laquelle on assiste. André Gattolin, on le voit, je disais, avec des socialistes qui s'abstiennent, des LR qui s'abstiennent également. Certains ont même voté pour. Je pense à votre collègue sénateur Jean-Pierre Grand. Non, je crois que c'est un moment, je crois que tout le monde a conscience que la France affronte des enjeux importants, qu'on a un moment pour travailler, on aura un moment pour débattre et même s'opposer sur des projets, mais que ce n'est pas derrière une élection... des élections européennes. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui, il faut qu'on avance. De toute façon, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou ceux qui seront demain au pouvoir, si les choses changent, auront le même pays, la même situation à gérer. Et moi, je souligne effectivement, et je n'ai pas de problème à le faire, à reconnaître l'attitude responsable du groupe républicain et des centristes. Parce qu'on a tous les jours sur des sujets, on aura des lois, on ne sera pas d'accord dans 2 mois. Il n'y avait pas une forme de pression sur les parlementaires, il n'y avait pas de forme de pression. On a entendu Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, dire certains ministres envoient des textos en ce moment dans l'hémicycle. Oui, c'est un ministre qui a envoyé un texto, je crois d'ailleurs qu'il s'est fait taper sur les doigts. Ouais. Mais bon, ça après, chacun veut... je dirais donner son importance, son rôle actif. Moi, je pense que le rôle actif, c'est pas pendant ce type de discussion qui doit avoir lieu, c'est tout au long. On échange, on s'est opposé sur des textes et on se parle de manière tout à fait courtoisement et on monte des rapports et sur des dossiers. Je peux vous dire, quand les enjeux de la France sont en cause, on est ensemble et on est très souvent présent. Il n'y a pas de tentation, Sabine Janssen, malgré tout, de domination, de parti unique, de tentation hégémonique de la part de la République en marche? Juste une petite chose, le résultat du vote, quand même, il est quand même sur le rejet de la confiance ce matin, même s'il y a eu une abstention massive. La réalité, c'est qu'il y a 20-25 voix d'écart de rejet, qui vient de la gauche de cette Assemblée. Donc, on n'est pas à dire, vous voyez, on aurait pu se dire, on aurait voulu vraiment attirer des gens, on aurait pu se dire, tiens, à 20 voix près, on va acheter des gens, comme ça, symboliquement, les médias pourront titrer le Sénat accorde la confiance. Non, il ne l'a pas accordé. Le résultat du vote est celui-ci. Mais les sénateurs sont incorruptibles. Non, je pense, si vous voulez, que... Ils sont là, en tous les cas. Je pense qu'Emmanuel Macron fait de la politique aussi. Le gouvernement fait de la politique. Donc, au-delà je dirais, du caractère constructif des échanges que vous pouvez avoir. Il y a des objectifs aussi de la part d'Emmanuel Macron. Il veut pouvoir poursuivre son action, peut-être éventuellement se représenter, être réélu. En conséquence, je pense qu'il n'est pas mécontent d'assécher le Parti républicain. Il n'est pas mécontent de repousser un peu les marges et de s'agrandir, de tendre la perche aux écologistes. Donc oui, il fait de la politique. Ça, c'est certain, on ne peut pas le nier, mais ça me paraît normal.
Alors, autre enjeu de la déclaration ce matin, c'était bien sûr la révision constitutionnelle. On a vu hier Édouard Philippe dire, eh bien, nous sommes prêts, mais le Sénat ne l'est pas. Alors, la réaction de Gérard Larcher a été assez virulente. Il dit, de quoi le gouvernement a-t-il peur? Nous sommes dans un dialogue constant. Je vous propose d'écouter la réaction de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il était au micro de Tam Trani, et notamment sur la question qui coince, qui fâche, celle de la réduction du nombre de parlementaires. Écoutez. Je pense que la révision constitutionnelle est quelque chose d'important, mais en même temps, il faut que tous les départements puissent avoir un sénateur, il faut que les territoires ruraux puissent être représentés. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre le gouvernement et le Sénat sur le sujet. Vous pensez que c'est gérable, chacun peut faire un pas à l'un vers l'autre là-dessus ? Vous dites majorité sénatoriale, mais il ne s'agit pas de parler à la majorité sénatoriale, il s'agit de parler au Sénat de la République, c'est ça qui est le plus important. Et je pense que aujourd'hui, on a constaté que ça allait être compliqué, et à partir du moment où c'est compliqué, le gouvernement a fait le choix de ne pas mettre tous les textes maintenant, parce qu'on ne va pas on va pas débattre pendant 3 mois s'il n'y a pas d'accord au bout. Donc si on sent qu'il peut y avoir un accord, on verra bien les choses, comment elles se passeront. Mais débattre pour débattre, il y a beaucoup d'autres sujets. Grégory Porté, on voit cette tentation de la part de l'exécutif de faire porter cette responsabilité de l'échec de cette réforme des institutions. Oui, alors, je dirais techniquement, on peut toujours taper ou sur l'Assemblée nationale ou le Sénat pour leur dire qu'ils ne sont pas d'accord sur une révision de la Constitution. Par définition, le process, ça doit passer par l'Assemblée nationale ou le Sénat. Force est de constater que sur la logique institutionnelle, la logique parlementaire, la 5e, l'Assemblée nationale doit suivre la couleur du Premier ministre. Du coup, le seul élément qui peut bloquer, c'est le Sénat. Le Sénat dit quoi? Dit pour une fois que nous sommes à égalité avec l'Assemblée nationale, et si nous avons une légitimité, eh bien peut-être que nous pouvons discuter du contenu de cette révision de la Constitution. Le point qui est présenté bientôt comme le point d'achoppement suprême, ce serait le nombre de parlementaires. Bon, effectivement, l'enjeu, il n'est pas neutre, parce que en fonction du nombre de sénateurs que tu vas avoir, tu vas déterminer ton redécoupage de tes circonscriptions électorales. Tu as un enjeu qui pourrait apparaître de base politique politicienne qui consiste à dire... Est-ce qu'on peut bloquer cette réforme pour 20 voix près, puisque le Sénat propose 261, le gouvernement 241? Bien sûr, oui. Bien sûr. Techniquement, oui. Après, politiquement, est-ce que c'est opportun? C'est une autre question. C'est juste cette différence de siège qui bloque l'ensemble de cette réforme. C'est un faux argument. On a toujours été très ouverts au Sénat sur la discussion de la réforme constitutionnelle. Vous n'allez pas me dire que 20 parlementaires de différence, c'est l'élément bloquant aujourd'hui pour repousser. Non, c'est un faux argument. C'est un faux débat. Techniquement, oui, on peut toujours le porter, mais... Oui. André Gattolin, elle va être complètement repoussée. Oui, elle va être repoussée. Après les prochaines sénatoriales, il a dit hier, il a redit. Il ne faut pas rêver, la République En Marche ne sera pas majoritaire au prochain renouvellement. C'est un renouvellement par moitié. Donc les gens qui disent... C'est pas le calcul qui est fait. Non, le calcul, je crois, s'il y a un calcul, en tous les cas, il y a une intention, c'est de dire, à un moment où on a des enjeux de réforme à reprendre, à continuer, et de réajustement de la politique du gouvernement, parler de réforme constitutionnelle, de nombre de parlementaires, excusez-moi, pour les citoyens, ça fait un peu tambouille entre politiciens. On a tous des bonnes raisons de dire il y en a trop, il n'y en a pas assez, ou il faut garder le même nombre. Mais est-ce qu'on va focaliser le débat des mois à venir, qui sont des mois d'action? Après, on aura des moments d'enjeux électoraux où on pourra discuter. Mais enfin, franchement, pour moi, à un moment, envisager de réduire les mandats en cours, de changer les dates, me posait un vrai problème. Donc je suis plutôt de ceux qui considèrent on avance comme on est actuellement. On verra si l'Assemblée nationale veut voter une part de proportionnel dans sa représentation. Sans le Sénat. Ce qui veut dire un redécoupage, puisque on ne va pas rajouter. C'est son problème et c'est son Assemblée. Je crois qu'on a un besoin, et c'est institutionnel, d'un équilibre entre le nombre de sénateurs et de députés pour réunir le Congrès. Et c'est ça la grande difficulté. On n'a pas trouvé ensemble la technique. Donc on ne perd pas de temps, c'est ce qui a été dit hier en séance. On a passé des mois déjà là-dessus. Oui, écoutez, les Danes ne votent pas pour Noël, donc c'est vrai que c'est très compliqué de demander aux députés et aux sénateurs de réduire leur siège. Bon. Donc je crois que, en plus, je ne pense pas que le pays soit très intéressé par ça. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Dans tout ce qui a été recueil de doléances, c'est
pas majeur. Par contre, ce qui est majeur, c'est plus de participation. Et là, sur le RIP, il y a une avancée. Je crois qu'il y a un accord entre le gouvernement et le Sénat. Et là, je pense qu'on pourra avancer sur ce point-là. Pour le reste, c'est vrai que ça reste compliqué et ça n'est pas majeur. On peut se passer du Sénat, pourtant, ça a été dit hier, avec un référendum. Ça n'a pas été redit ce matin, Édouard Philippe l'a pas redit. C'est un vrai débat, c'est un vrai vieux débat apprécié des universitaires, consiste à dire, bon, le général de Gaulle avait effectivement utilisé l'article 11 de la Constitution pour la réviser. Il se trouve que le Conseil constitutionnel, dès cette époque et encore aujourd'hui, dit une fois que le peuple s'est prononcé, je ne peux rien dire. Du coup, en réalité, le général de Gaulle s'en sert en 62, ça marche, il révise la Constitution, c'est une grande révision qui fait que le président est élu au suffrage universel direct. Il essaye en 1969, à nouveau d'ailleurs sur une question de Sénat, et puis les Français, il y a eu mai 68 avant, et lui disent non. Et l'enjeu, c'est de savoir si finalement, on l'a fait en 62, mais jamais on a dit c'est bien ou c'est pas bien. Le Conseil constitutionnel s'est borné à dire quoi ? Je ne peux pas me prononcer quand le peuple a parlé. Et on le fait en 1969, et là, le peuple dit non. Et du coup, il y a un débat juridique, technique, qui consiste à se dire... Est-ce que le référendum de l'article 11 peut être utilisé pour réviser la Constitution ? Ça, c'est un débat de constitutionnalisme. Si on regarde le point de vue des juridictions suprêmes, la jurisprudence du Conseil d'État, qui nous dit en 98, je suis désolé, mais le référendum de l'article 11, il est législatif. Ça veut dire il est fait pour faire des lois. Ça veut dire il n'est pas fait pour réviser la Constitution. Donc, il y a une espèce de menace que l'on peut invoquer comme ça en se disant tiens, on va recourir à ce qui avait été fait comme une espèce de volonté de faire trancher par le peuple ce que le Parlement refuserait pour des raisons électoralistes. Alors, on va continuer ce débat, je vais vous donner la parole, mais c'est le principe de cette émission. On repasse par la salle des conférences où nous attend Alexandre Poussard avec le sénateur écologiste de la Loire-Atlantique, Ronan Dantec, qui a voté contre ce matin. Et oui, Ronan Dantec, vous faites partie des surprises de ce vote, puisque vous avez voté contre la confiance au gouvernement. Vous faites partie des 3 sénateurs RDSE à avoir voté contre. Pourquoi ce choix ? Parce que je n'ai pas les réponses à mes questions. Je pense qu'on sort d'une grande crise. Excusez-moi. Je n'ai pas eu de réponse à mes principales priorités politiques. On sort d'une grande crise sur les fractures territoriales. Il n'y a pas eu, dans ce discours du Premier ministre, de réponse en termes de rééquilibrage du développement économique entre les territoires français, d'action sur le logement. Sur ce point, je n'ai rien entendu de nouveau. Et sur la transition écologique, puisque c'est effectivement là où probablement on attendait mon vote, nous avons une étude qui vient de sortir, financée par de grandes entreprises françaises qui disent qu'il faut passer de 30 à 75 milliards d'euros par an de financement pour atteindre les objectifs sur le climat. Je crois que l'orthodoxie financière de ce gouvernement, d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin, ne va pas dans le sens de ces investissements nécessaires. Alors il y a une mesure qui peut paraître importante, c'est l'annonce par Édouard Philippe que toutes les principales propositions de la Convention citoyenne pour l'écologie seront peut-être soumises à référendum. Est-ce que ça peut améliorer le lien entre les citoyens et l'écologie ? Moi, je crois vraiment qu'à ce stade, il faut que le gouvernement nous dise où on trouve les investissements nécessaires pour cette transition. C'est la seule question. Je ne vois pas pourquoi il faut passer par la case citoyenne sur des décisions extrêmement techniques d'accès au financement. J'aurais aimé qu'Édouard Philippe dise « Nous allons nous mobiliser pour que la Banque européenne d'investissement mette sur la table les 1000 milliards nécessaires à la transition en Europe et en France. » J'aurais aimé qu'ils disent qu'effectivement, les ménages sur leur réhabilitation allaient être aidés au-delà de leur plafond d'endettement. Et il n'y a rien eu sur l'accompagnement des collectivités territoriales sur la transition énergétique et climatique. Ce n'est pas 4 contrats de transition écologique sur les endroits où on ferme des centrales à charbon, ce que je soutiens globalement, qui répond à ces enjeux. Donc moi, je suis vraiment resté sur ma faim, même si, je le dis bien, l'urgence écologique fait qu'il faut toujours accueillir toutes les propositions positives, et notamment la lutte contre le gaspillage, l'interdiction de destruction de produits neufs. Moi, je salue cette proposition du gouvernement portée par Brune Poirson. Mais ça ne fait pas une politique globale, d'où mon vote contre, parce que sur les enjeux sociaux et de fracture territoriale, il n'y a pas les réponses. Alors, ce manque de réponse sur l'écologie, est-ce que, selon vous, cela s'explique par une logique un peu électoraliste du gouvernement qui veut surfer sur le bon score des Verts après aux européennes ?
Je crois que justement, s'il voulait surfer sur le bon score des Verts, il serait allé beaucoup plus loin sur les engagements financiers, ce qui n'a pas été le cas. Je crois qu'il y a une contradiction dans ce gouvernement entre l'écologie et l'orthodoxie financière. Édouard Philippe a été très clair sur le fait que l'équilibre des comptes était sa priorité. La transition écologique, pour moi, ne doit pas être dans cette orthodoxie financière. Cette contradiction-là n'est pas dépassée à ce stade. Est-ce que vous croyez encore au parti pour faire de l'écologie ? Moi, je crois qu'on est au moment, et je lance à l'instant où nous parlons avec d'autres sénateurs écologistes, socialistes de génération divers gauche, un appel au rassemblement maintenant de tous les élus qui se retrouvent sur ces priorités, le climat, les fractures territoriales, les enjeux sociaux, pour qu'ils se retrouvent sur les territoires. Non pas par les appareils nationaux, qui ont beaucoup de mal à dialoguer, nous l'avons vu ces derniers mois, mais par les territoires. Je pense que les élections municipales, ça doit permettre d'amener une nouvelle génération, notamment de jeunes, qui sont totalement convaincus de ces enjeux, de ces urgences environnementales et d'exigences sociales, ensemble, sur des listes communes, d'où l'appel que nous lançons maintenant, ensemble sur nos territoires, avec un site où vous pouvez rejoindre cet appel. Très bien. Merci beaucoup, Ronan Dantec, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. Et parmi les annonces ce matin, le calendrier des 2 projets de loi en faveur des territoires. Le premier concerne l'engagement des maires et il sera présenté d'ici la fin du mois de juillet. Mais il faudra attendre la fin du premier semestre 2020 pour avoir le texte sur la décentralisation et la différenciation. Jérôme Rabier. Pas question pour Édouard Philippe de livrer le même discours au Sénat que celui de la veille à l'Assemblée. Et en arrivant aux côtés de Sébastien Lecornu, ministre en charge des collectivités territoriales, le Premier ministre a donné le ton. À la tribune, il a donc annoncé 2 futurs projets de loi qui touchent à ces collectivités locales. Un premier sur l'échelon communal qui concernera les maires et les intercommunalités sera présenté dès juillet en Conseil des ministres et examiné en septembre au Sénat. C'est l'accompagnement des élus dans l'exercice de leur mandat local. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'assouplissements dans le fonctionnement des mairies et des intercommunalités, enfin un certain nombre de choses qui étaient réclamées par les élus locaux. Pour de nombreux sénateurs, le gouvernement a enfin entendu les maires sur ce dossier, notamment lors du grand débat où ils étaient nombreux à s'être exprimés sur ce sujet face au président de la République. Aujourd'hui, on prend acte d'une position, d'un intérêt, suite d'ailleurs aux nombreux dialogues qu'il y a eu avec les maires, et où le sujet est bien sorti, ça c'est de manière très claire. Ils en ont pris acte, le gouvernement en a pris acte, ils proposent des textes, nous verrons les textes, et nous verrons s'ils amènent quelque chose de plus à ce que nous connaissons. Autre sujet très attendu au Sénat, la décentralisation. Un texte en ce sens est annoncé pour le début de l'année prochaine. Les collectivités locales pourraient récupérer des compétences en matière d'environnement et de logement, entre autres. Le gouvernement souhaite dans ce second texte acter le principe de différenciation territoriale, c'est-à-dire adapter différemment les textes en fonction des spécificités locales. Un point bien accueilli au Sénat. C'est simplement dire qu'on a en France des territoires qui ont des points communs mais qui ont aussi des différences fortes. Et je pense qu'il faut, à travers ce texte, être en capacité d'entendre qu'il y a des spécificités territoriales qui nécessitent à ce que l'on donne un peu plus de souplesse. Sur ces 2 textes, le Sénat a depuis longtemps fait des propositions et espère qu'une bonne partie sera reprise par le gouvernement. Vincent Segouin, vous avez senti le gouvernement à l'écoute du Sénat sur ces questions à la fois de statut de l'élu, on sait qu'on en a beaucoup parlé ici, ou encore de décentralisation ? Oui, j'ai entendu le gouvernement qui était à l'écoute des maires, surtout des revendications des maires, puisqu'il y a eu vraiment un volte-face de la part du gouvernement sur le statut de maire. Je vous rappelle, au mois de décembre, on n'avait plus besoin des maires. Et puis aujourd'hui, on sent qu'ils sont utiles et indispensables. Donc il faut à tout prix leur redonner du pouvoir pour qu'ils aient d'utilité. Et voilà, donc il y a vraiment une écoute du gouvernement sur ce sujet-là. Ça sera suffisant, ces 2 textes, pour lancer cette opération reconquête des élus locaux, selon vous ? Alors, c'est encore une fois, on attend de voir les textes réellement dans leurs détails. On connaît les problèmes des maires aujourd'hui, on sait quelles sont leurs revendications, on sait pourquoi ils sont découragés. Donc on espère, dans le menu, comme on en parlait tout à l'heure,
qu'il va y avoir les plats suffisants et nécessaires. Ce texte interviendra juste avant les municipales. Ça peut justement permettre de redonner un peu le goût, la vocation justement aux élus de se représenter avant cette échéance électorale. Oui, aux élus, aux maires et aux membres des conseils municipaux, parce qu'on le voit, cette compétition, à chaque fois, un certain nombre de gens se présentent sur des listes en espérant devenir maire. Après, ils sont conseillers d'opposition, ils n'ont pas vraiment un statut. On a des gens jeunes qui veulent entrer et qui se rendent compte que ce n'est pas du tout ce que c'était. Je crois qu'il faut aussi qu'on revalorise à l'intérieur de chaque municipalité le rôle, pas seulement de l'exécutif de la municipalité, mais aussi des oppositions, pour ne pas avoir, quand vous regardez le turnover qu'on a des élus municipaux d'opposition, notamment dans les zones urbaines, il est quand même assez inquiétant. Donc tout ça, ce n'est pas des questions de nature politique de fragmentation, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a tous nos expériences d'un mouvement, d'un parti à un autre, où il va falloir qu'on échange. Le statut de l'élu municipal ne se décrète pas, il s'analyse, il se comprend, les réalités évoluent. On a des gens qui viennent plus jeunes en politique, qui n'ont pas vocation à faire des carrières de 30 ou 40 ans, ce n'est pas un métier. Il faut leur permettre la possibilité de revenir. Il y a de moins en moins de gens qui sont issus de la fonction publique, donc qui retrouvent leur statut. Il faut aussi favoriser le renouvellement. Et le renouvellement, c'est que quand vous avez fini, vous n'êtes pas non plus totalement en insécurité. Sinon, on se représente ad vitam aeternam et quelque part, on perd un peu la foi et l'apport qu'on a fait de son expérience, je dirais, du monde privé, on va dire de la vie réelle, mais on n'est pas non plus en tant qu'élu tout à fait en dehors de la vie réelle. Mais tout ça, je pense qu'on doit, et je pense que le Sénat aura sa place à jouer et il peut prendre l'initiative, qu'on ait vraiment ce débat de fond, non dogmatique, sur qu'est-ce que c'est un élu local, un élu national, qu'est-ce que c'est une vie d'élu, comment on peut la faciliter d'opposition et de majorité. Et pourtant, ça fait des années qu'on en parle, ici, au Sénat notamment, ce statut de l'élu, ça reste toujours le serpent de mer. On va avoir de réelles avancées. Le terme est trop fort de statut d'élu. Sabine Janssen. Voilà. Oui, je crois qu'il y a un enjeu essentiel à la fois de maillage territorial, de démocratie aussi. On a bien vu quand même dans tous les sondages qui ont été menés, notamment au Cevipof, que les Français étaient très attachés à leur élu local, qu'au fond, dans ce grand discrédit de la politique, l'élu local restait vraiment une valeur encore, je dirais, un peu protégée, mais avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de charges, et c'est vrai, avec aussi un certain nombre de difficultés pour exister, pour effectivement mener aussi une carrière. Alors, je crois que là, les dernières négociations avec le Sénat, du reste, contribuent à la limitation du cumul des mandats, et on considère que les petits maires pourraient rester à la tête de leur municipalité tout en conduisant une carrière nationale. Donc ça me paraît aller dans le bon sens. De même, on l'a bien vu pour les 80 km/h, on est déjà dans la différenciation. Donc c'est la première amorce de ce qui va probablement ensuite se développer et s'élargir. Grégory Porté, sur ce statut de l'élu, effectivement, il faut absolument légiférer, passer par une loi. Oui, là, forcément, parce que la difficulté qu'on a, c'est que, ce que vous disiez très justement, on voudrait des élus qui ne soient pas professionnels, mais vous vous retrouvez avec des gens qui sont issus du secteur privé et qui sont élus et à qui on dit, écoute, il va falloir, si tu veux vraiment t'engager, il faut que tu renonces à ton poste pour des raisons de déontologie. Des fois, il faut être très clair. J'ai arrêté mon entreprise. Et on doit quitter son entreprise parce qu'on ne peut pas être à la fois maire et en même temps passer un marché public avec sa propre collectivité, pour être un peu prosaïque dans l'expression. Mais quand le mandat se termine, là on se dit, est-ce que je rempile? Et si je rempile, effectivement, j'ai un régime, j'ai un métier, j'ai de quoi vivre. Il faut être aussi très terre à terre parce qu'on parle de petites collectivités aussi parfois. Et puis, si je rempile pas, qu'est-ce que je fais? Et moi, je le vois sur la jeunesse que je forme. Tu te retrouves avec des gens qui ont fait HEC, tu vas leur dire, écoute, une carrière s'offre à toi, et puis, ou alors tu vas devenir élu. On pourrait peut-être se dire que s'il ne le fait pas à un moment venu, eh bien, il n'a pas de chance de continuer la carrière pour laquelle il s'était engagé. Donc, il y a une vraie question d'engagement, et ce statut doit leur offrir à la fois des questions de protection, pour offrir cette perméabilité, je suis du privé et puis je deviens élu. C'est une question à la fois de déontologie, qui peut se poser même si elle est assez mineure, et puis c'est une question aussi de respectabilité d'une République qui a besoin d'offrir ceci. Oui. Alors, on parlait justement du besoin pour le gouvernement de reconquérir les élus locaux. Je vous propose de réécouter Édouard Philippe, c'était donc ce matin au Sénat sur justement les élus.
Nous ne pourrons pas transformer le pays sans les maires. Sans les élus locaux, la démocratie n'est qu'une coquille vide. Et que nous disent les maires? Ils l'ont dit et répété, ils payent le prix de baisse de dotation et celui de la loi NOTRe notamment, qui a pu conduire à la création d'intercommunalités de taille XXL et à des grandes régions qui sont parfois encore contestées et n'ont pas encore ou pas forcément contribué à rapprocher les citoyens des lieux de décision. J'en citerai un seul, de Grand-Bourtroul. Quand est-ce qu'on arrête la machine à broyer la proximité? J'ai peut-être, mes chers collègues, oublié de citer la date à laquelle ont été adoptés les dispositifs législatifs que je viens de mentionner. Je crois que chacun s'en souvient parfaitement. Cette exigence de proximité, c'est une rupture dans les politiques publiques menées depuis longtemps. Et elle engage autant les collectivités territoriales que l'État. S'agissant des collectivités territoriales, nous avons 3 défis. D'abord, conforter les maires au moment où la crise de l'engagement est aiguë. Pour la première fois, de nombreuses listes aux prochaines élections municipales seront peut-être incomplètes et parfois, qui sait, nous manquerons de candidats. Cette crise de l'engagement, nous devons y répondre. Plus qu'un statut, les maires veulent d'abord un cadre clair d'exercice de leur mandat et plus de liberté locale pour mieux mener leurs projets. Ce cadre, il doit être dans la loi pour ne pas dépendre des situations locales. Il doit garantir une véritable formation, une protection juridique, un accompagnement professionnel et familial. Le Sénat a déjà formulé des propositions, nous les reprendrons très largement. Il s'agit aussi de lutter contre ce sentiment de dépossession des maires et de refaire droit aux libertés locales. Des marges de manœuvre doivent être recherchées sur les effets de seuil qui pénalisent bien souvent les communes de petite taille, sur le renforcement des pouvoirs de police du maire, sur la suppression d'obligations ou de contrôles qui sont parfois superflus. Il s'agit enfin de retrouver un équilibre au sein du bloc local entre les communes et leurs intercommunalités. Ces dernières sont indispensables pour porter les projets collectifs. C'est bien souvent à l'échelle d'une intercommunalité que se gèrent les questions d'économie circulaire, de réseau, de logement, de mixité sociale, d'infrastructure et de mobilité. Mais force est de constater que si le maire est toujours à portée d'engueulade, pour reprendre l'expression chère au président du Sénat, il n'a plus toujours à portée de main les leviers de décision et d'action. Les récentes réformes, dont la loi NOTRe, ont parfois créé des irritations qu'il convient aujourd'hui de corriger autour du triptyque compétences, périmètre, gouvernance. J'ai demandé à Sébastien Lecornu de travailler avec le Sénat, avec l'ensemble des présidents des groupes du Sénat et avec les associations d'élus pour déposer avant la fin du mois de juillet un projet de loi engagement et proximité. Conformément à l'article 39 de la Constitution, votre Haute Assemblée en sera saisie en premier dès la rentrée. Sabine Janssen, on a entendu cette intervention un petit peu longue, mais c'était la clé de voûte du discours ce matin d'Édouard Philippe au Sénat. Certains regrettaient justement que ces 2 projets de loi ne soient pas présentés finalement de manière simultanée. À la fois, c'est bien de permettre aux élus de s'engager, mais il faut aussi clarifier leurs compétences, qu'ils sachent aussi les financements, les dotations dont ils vont pouvoir bénéficier lorsqu'ils seront élus. Oui, c'est essentiel parce que sinon, on marche sur une jambe. C'est indispensable d'avoir les 2. C'est vrai qu'il y a une crise des vocations, ça a bien été évoqué. On a vu pas mal de maires démissionner. On voit aussi qu'ils ont été en première ligne. Je crois que Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a fait une sorte de rétro-pédalage tout à fait salutaire et nécessaire. Et il renoue aussi, d'une certaine façon, avec sa campagne, parce que finalement, sa campagne, elle s'est faite dans les campagnes. Bon. Et je pense que là, il faut impérativement proposer quelque chose qui permette aux élus locaux, ou aux candidats en tout cas, de s'engager en ayant un certain nombre de moyens, alors un statut, on l'a dit, mais aussi des moyens et qui ne se retrouvent pas dans des situations impossibles, avec en plus des responsabilités quand même. On a vu qu'ils sont très exposés, même en termes de responsabilité pénale. Donc c'est je pense, là, quelque chose de fondamental qui doit être un peu
je dirais, au cœur là, des projets qui vont être proposés. Mais je ne sais pas si ce sera le cas. C'est le moment aussi de remettre sur l'ouvrage la loi NOTRe. Le Premier ministre a parlé des irritants de la loi NOTRe. Il faut revenir sur tout ça. On n'en finit plus de ces réformes territoriales. Elles se succèdent sans jamais finalement satisfaire les élus locaux. Oui, il y a une problématique qui est liée à la loi NOTRe qui, de toute façon, on se souvient rien que le processus d'accouchement de la loi NOTRe avait été douloureux. Il y avait eu ces hésitations sur, sans entrer dans la technique, mais sur la clause générale de compétence. Est-ce qu'on la remet, est-ce qu'on la enlève, est-ce que finalement on la remet, mais on met une définition assez large. Donc on a l'impression qu'effectivement, cette question de la décentralisation, elle a du mal à se stabiliser. La loi NOTRe, elle a imposé aux communes d'intégrer une intercommunalité qui soit de taille significative, c'est-à-dire au moins 15 000 habitants, et avec bien sûr des adaptations qui sont liées à la géographie de la France, à la population, mais enfin, disons qu'en principe, les communes doivent intégrer une intercommunalité. Bon, très bien, et on peut se dire, bravo, économie d'échelle, on fait un transfert de compétences, ça a l'air très, très sympa sur le papier. Sauf que, en réalité, ça crée quand même un vrai problème, c'est que on déshabille la commune pour habiller une intercommunalité, et puis l'habitant qui est dans ce désir effectivement de proximité, bien pour reprendre la formule, il va aller engueuler le maire. Donc c'est un vrai enjeu, et on voit bien que c'est quelque chose qui peut apparaître d'une certaine façon, et je suis mal placé pour le dire, mais technocratique, et assez peu adapté à une démocratie qu'on voulait locale. Oui. Vincent Segouin et André Gattolin, puisqu'on arrive au terme de ce débat sur ces questions, il y a urgence à rouvrir ce chantier du millefeuille territorial, pour employer cette expression. C'est une urgence majeure. Il n'y a pas encore très longtemps, j'étais maire. J'ai vécu la loi NOTRe. J'ai vécu tous les effets de la loi NOTRe. Donc, transfert des recettes, le transfert des compétences, avec des vraies problématiques, des réunions qui se sont multipliées pour aller défendre notre commune, au sein d'une communauté de communes où il y avait plusieurs communes qui n'avaient pas les mêmes problématiques, qui ne comprenaient pas. Donc, une dépense d'énergie incroyable. Après, il y a eu cette idée de suppression de la taxe d'habitation. Donc, encore une fois, on perdait l'autonomie financière. Sur lequel on n'avait plus de manœuvre. On est dépendant de fonds de compensation. Alors ça, c'est une vraie loterie quand vous êtes sur la balance, parce qu'une année, vous l'avez, une année, vous ne l'avez pas. Donc, comment voulez-vous besoin de lisibilité, exercer André Gattolin. Oui, on en revient au débat en partie. Ce n'est pas la seule question, mais celle de l'attractivité de cette fonction d'élu local. Parce qu'effectivement, moi, je discute avec des maires qui sont effectivement dans des groupements, ils disent, mais on a été déshabillés de nos fonctions. C'est vraiment difficile et on donne toujours l'impression de se défausser. Alors il y a la question effectivement de la fiscalité. Je crois qu'il va falloir remettre à plat la question d'une fiscalité propre, direct. Je pense que c'est un peu dans les tuyaux, c'est pas facile à faire. J'en sais pas plus non plus, je suis pas un grand spécialiste de ces questions-là, mais je crois que effectivement, au nom d'une certaine rationalisation, et vous l'avez dit, parfois technocratique, on arrive à quelque chose qui va à l'encontre du simple fonctionnement espéré de la démocratie, celle de la proximité, celle de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas simplement là pour recevoir des invectives. Un défi à venir pour le gouvernement. C'est un peu la même chose pour les parlementaires. On est dans un système très exécutif. On se prend des choses sur le terrain et des fois, ce n'est pas nous qui décidons franchement. Eh bien, merci. Merci André Gattolin, merci à vous Vincent Segouin, merci Grégory Berthet, merci à Sabine Janssen d'être venue sur le plateau de Public Sénat. On va d'ailleurs retourner dans l'hémicycle puisque les sénateurs examinaient cet après-midi une proposition de loi à l'initiative de la sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre. Elle veut créer un médiateur territorial. De quoi s'agit-il, Quentin Calmet? Eh bien, les médiateurs territoriaux, Delphine, il y en a entre 40 et 60 aujourd'hui à l'heure actuelle. Ils font la façade entre les habitants et leur collectivité territoriale, entre les citoyens et leur administration publique locale. Le texte qui a été adopté d'ailleurs il y a 1 heure est donc examiné aujourd'hui au Sénat. Il vise à enrichir, à encadrer davantage le statut et les compétences de ces médiateurs territoriaux. Et aussi, il vise à ce qu'il y en ait davantage sur le territoire. Une proposition de loi, une proposition pour davantage de médiateurs territoriaux qui résonne avec l'actualité, notamment des Gilets jaunes. Écoutez à ce propos Nathalie Delattre, qui est effectivement RDSE et qui est une élue de Gironde. Cette proposition de loi a rencontré l'actualité. Elle a trouvé un écho particulier à l'échelle nationale avec le mouvement des Gilets jaunes.
Cet élan de protestation a mis en lumière sur l'ensemble de notre territoire l'extrême défiance qu'ont nos concitoyens envers nos mécanismes démocratiques. La médiation territoriale a d'ores et déjà fait ses preuves sur notre territoire. Elle se révèle être le maillon manquant entre les administrations et leurs résidents. Sur le banc des ministres, c'est Sébastien Lecornu. Il s'est dit bienveillant sur ce texte, même s'il veut plus de souplesse dans le dispositif. Écoutez le ministre des collectivités territoriales. Votre texte vient donc pallier ce que vous considérez aujourd'hui comme un manque en proposant un socle, en quelque sorte, de règles communes. Cela veut donc dire que les règles seront les mêmes pour une petite commune rurale, tout comme une grande ville comme celle de Bordeaux. La crainte du gouvernement, crainte bienveillante, là aussi Madame la sénatrice, c'est finalement que cette proposition de loi vienne peut-être rigidifier l'instauration d'un médiateur, voire même la freiner dans certaines collectivités disposant de moyens modestes. Voilà Delphine, donc le texte, comme je vous le disais, a été adopté il y a 1 heure à peu près. Un texte qui vise donc à faciliter, à développer la proximité entre les citoyens et les collectivités locales, et en particulier les services publics, et donc adopté il y a 1 heure. Merci beaucoup Quentin pour vos précisions. Et je vous propose d'écouter la réaction du sénateur Les Indépendants, République et Territoires, Emmanuel Capus. Il était au micro d'Alexandre Poussard il y a quelques instants. Emmanuel Capus, le Sénat vient d'adopter cette proposition de loi pour créer des postes de médiateurs dans les collectivités territoriales. C'était une nécessité aujourd'hui ? En fait, ce sont des postes de médiateurs qui existent déjà dans certaines collectivités municipales, départementales et même régionales. Mais ça se faisait jusqu'à maintenant de façon pas coordonnée, de façon volontaire, au bon vouloir des municipalités ou des départements. Donc le but de la proposition de loi, c'est d'établir, enfin de conforter cette pratique, mais d'établir des règles, notamment d'indépendance, et de fixer clairement les missions qui peuvent être remplies par les médiateurs. Alors concrètement, quels problèmes peuvent résoudre ces médiateurs ? Tous les problèmes qui sont liés à la relation entre un usager et sa collectivité. Donc tous les problèmes liés par exemple à l'eau, liés à tout ce qui touche à la relation entre l'usager et la collectivité, donc avec la mairie, avec le conseil départemental et avec la région. Et les débats qu'on a eus, c'était justement pour fixer les limites, pour pas non plus empiéter sur le médiateur de la consommation ou sur d'autres types de relations, notamment par exemple avec les collectivités territoriales, entre collectivités territoriales. Est-ce que ce poste de médiateur peut être une manière de répondre à la crise des Gilets jaunes avec ce besoin de plus de proximité entre les citoyens et leurs élus et leurs collectivités ? Alors moi je sais, j'étais très intéressé par le débat parce qu'à Angers, on a été dans les premières villes, donc dans ma circonscription, on a été dans les premières villes à créer un poste de médiateur qu'on a mis en commun avec le médiateur du conseil départemental pour répondre justement à ce besoin de proximité et surtout pour répondre aux questions qui se posent. Enfin, les usagers ne comprennent pas souvent le rapport à la ville, au département, et donc avoir une écoute, une oreille qui les reçoit avant la crise des Gilets jaunes. Nous, ça fait bien longtemps qu'on a ça à Angers. Ça permet souvent d'éviter une réponse judiciaire ou éviter d'aller devant les tribunaux administratifs. Alors, le Sénat a un peu modifié ce texte. La nomination d'un médiateur dans les collectivités ne sera plus une obligation, mais cela se fera un peu au bon vouloir de la collectivité. Est-ce que ça ne va pas créer des inégalités entre les citoyens ? C'est un débat qu'on a eu. Au départ, le projet de loi prévoyait une obligation pour les collectivités de plus de 60 000 habitants. En discutant aux commissions des lois, l'ensemble des sénateurs, y compris l'auteur, c'est-à-dire Nathalie Delattre, on s'est tous dit que c'était plus simple de faire ça de façon volontaire. Donc on est assez attaché à ça au Sénat. Pas de nouvelles contraintes pour les collectivités, pas de nouvelles contraintes de coûts aussi, à un moment où les finances locales sont quand même... on fait attention à nos finances. On n'oblige pas, on part sur la base du volontariat. En revanche, on harmonise. Le but, c'est que entre chaque collectivité, ça ne soit pas la foire d'empoigne, que chaque collectivité ait le même type de médiateur. Est-ce que c'est une mesure qui peut être inclue dans les réformes territoriales du gouvernement, dans cet acte 2 du quinquennat ? C'est possible, c'est un peu ce qu'a dit Sébastien Lecornu, que ça pouvait rentrer dans une réforme plus globale. Mais le ministre ne s'est quand même pas opposé à donner plutôt un avis favorable. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel Capus de nous avoir présenté ce qu'était un médiateur territorial. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. La course contre la montre a débuté pour recueillir les 4,7 millions de signatures pour obtenir un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Un site internet a été ouvert hier soir, mais très vite il a connu de nombreux dysfonctionnements. Samia Dechir. Il suffit théoriquement d'être inscrit sur les listes électorales. À compter d'aujourd'hui, les citoyens peuvent soutenir le tout premier référendum d'initiative partagée. Pour affirmer leur attachement au caractère public des aéroports de Paris, les citoyens ont deux choix. Via un formulaire papier, déposé dans l'une des 2000 communes agréées, ou sur le site internet mis en place par le ministère de l'Intérieur. Mais cette nuit, beaucoup d'internautes n'ont pas réussi à enregistrer leur soutien en ligne. Un des serveurs avait un problème de paramétrage. Dès que le problème a été identifié, signalé notamment à travers les réactions qu'il y avait sur les réseaux sociaux, les services se sont employés à le corriger, c'était corrigé à 9h. Des propos qui ne rassurent pas Patrick Kanner, à l'initiative de la proposition de loi pour le référendum d'initiative partagée. Il estime la procédure en ligne beaucoup trop complexe et incertaine. Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement veuille particulièrement que cette affaire réussisse, si vous me permettez l'expression. Mais je ne ferai pas de faux procès, je ne dirai pas qu'il y a, entre guillemets, une volonté d'empêcher les choses de se faire correctement. Mais nous souhaitons être vigilants. Nous allons donc demander un comité de suivi. Comme il y avait eu un comité de suivi pour le grand débat, eh bien pourquoi n'y a-t-il pas un comité de suivi pour la mise en œuvre de ce référendum, en tout cas de ce recollement de signatures? Les électeurs ont 9 mois, soit jusqu'à mars 2020, pour soutenir le référendum d'initiative partagée. S'ils récoltent 4,7 millions de signatures d'ici là, le Parlement aura 6 mois pour décider ou non d'examiner la proposition de loi sur le caractère public des aéroports de Paris. S'il ne s'en saisit pas, le président de la République devra alors convoquer un référendum. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Marc Gabouty, bienvenue. Vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne, vice-président du Sénat. Guillaume Gontard est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste de l'Isère. Paul Cassien est également avec nous. Vous êtes professeur agrégé des facultés de droit à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 2. Et puis Rachid Temal, bienvenue à vous, sénateur socialiste du Val d'Oise. On a le sentiment, avec cette nouvelle première inédite sur le plan institutionnel, Jean-Marc Gabouty et Patrick Kanner le disaient un petit peu, que le gouvernement a un peu traîné des pieds, a voulu peut-être ralentir le processus dans cette mise en œuvre de ce référendum d'initiative partagée. C'est votre sentiment ? Non, je ne le crois pas. Je pense d'abord que c'est une première, puisque je rappelle que c'est quelque chose qui a été mis dans la Constitution en 2008, donc sous Nicolas Sarkozy, que ce n'est devenu opérationnel avec les différents textes qu'en 2015, donc on a mis 7 ans à devenir opérationnel. Donc c'est vrai que le pouvoir politique de droite, de gauche, du centre n'était peut-être pas, je dirais, un adepte d'une mise en œuvre rapide. Mais en l'occurrence, le gouvernement s'y attendait pas forcément. Donc c'est quelque chose qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc c'est une première. Moi, je ferai surtout remarquer alors que la situation actuelle pourrait être ingérable du fait que le Conseil constitutionnel a également validé la loi permettant la privatisation d'Aéroports de Paris, le gouvernement pourrait procéder à la privatisation. Ce qui mettrait un contexte, je dirais, assez irréaliste, qui est que le gouvernement a annoncé que tant que cette procédure n'arriverait pas à son terme, il ne rentrerait pas effectivement dans la privatisation d'ADP. Donc je crois que la position du gouvernement est effectivement correcte. Ensuite, la procédure en elle-même, on va en parler, mais enfin, je vous avais parlé d'une course contre la montre. Moi, jusqu'au mois de mars 2020, je pense que c'est plutôt une course de fond, parce que les courses contre la montre sur cette période, ça fait un peu long. Rachid Temal, est-ce que le ministère de l'Intérieur, finalement, joue le jeu de la consultation ? Il y avait eu des inquiétudes jusqu'à présent, notamment de la part des sénateurs socialistes. Bon, d'abord, il faut rappeler qu'il y a eu un peu de bataille, puisque quand nous avons, activé une disposition qui existe dans la Constitution française, on a bien senti qu'il y avait eu des échanges, vraiment, n'était pas très chaud. Bon, on va mettre ça de côté un instant. Sur le dispositif, il y a eu une réunion cet après-midi, où nous avons fait, des demandes. L'ensemble des groupes de sénateurs qui avaient demandé le référendum d'initiative populaire, on l'a partagé, pardon. Il y a eu une réunion, il y a eu donc une série de questions, il y a quelques réponses, et puis il manque des choses. Si on prend d'abord le site, c'est vrai que, franchement, au XXIe siècle, aujourd'hui, on fait des sites
qui sont capables d'être lus sur les tablettes, etc., etc. Là, ça ressemble plutôt au Minitel qu'au site Internet. Donc je pense qu'il y a un peu d'effort. Le ministre s'est engagé cet après-midi à avoir un site plus évolutif. Donc, vous l'avez vous-même expérimenté, hein, vous avez oui, moi, cette nuit, après minuit, je me suis connecté. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'y suis arrivé du premier coup. Et donc, j'ai mon numéro, j'ai mon récipicé, tout va bien. Mais j'ai vu tout au long de la nuit et ce matin que des gens avaient des difficultés. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Il faut rappeler que c'est pas le code postal, mais c'est bien le Lincoln INSEE. Il y a des difficultés parfois sur les listes électorales. Et d'ailleurs, nous, on a aussi évoqué un point, c'est tous ceux qui vont s'inscrire sur liste électorale entre aujourd'hui et mars prochain. Comment on les intègre dans la base de données et leur capacité à pouvoir voter. Je pourrais faire des listes comme ça, mais globalement, moi, ce que je note, c'est que maintenant, ce qu'on demande, c'est que le site soit modernisé, qu'il y ait une campagne d'information civique, comme le fait le gouvernement sur plein d'autres choses, pour que les Français sachent qu'il y a un site et une consultation. Au moins, déjà, commençons par ça. Puis j'ai d'autres points, mais je l'évoquerai tout à l'heure. Guillaume Gontard, vous aussi, hein, vous êtes connecté, vous avez réussi justement à apporter votre signature à ce RIP. Ma première question, c'était, voilà, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, et notamment le ministère de l'Intérieur, permet cette consultation ? J'ai réussi, je m'y suis repris à 3 fois parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Ça a été rappelé par Rachid Temal. C'est vrai qu'on n'a pas un site un petit peu ancien monde quand même. Et je pense qu'il y a quelques progrès à faire. Moi, je voudrais rappeler quand même que c'est vrai que c'est une procédure historique puisque déjà de rassembler plus de 250 parlementaires pour arriver à cette phase-là. Et maintenant, essayer de rassembler 4,7 millions de signatures, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. On voit quand même que c'est une procédure très, très complexe, très difficile. J'espère qu'on arrivera au bout, mais on voit que c'est quand même pas simple de pouvoir arriver à donner la parole aux citoyens. Moi, je pense que c'est une bonne chose que justement l'ensemble de ces parlementaires et puis je dirais toutes tendances confondues, et puis se retrouver pour donner cette parole aux citoyens. Sur un sujet important, quand même, la privatisation. Alors, la privatisation des aéroports de Paris, mais je dirais que ça pose question sur d'autres privatisations à venir. Moi, je pense à la question des barrages, de l'hydroélectricité et d'autres, comme ça, privatisations de notre patrimoine et de notre bien commun. Et donc, je pense que ça c'est quelque chose qui touche vraiment l'ensemble des citoyens. Et donc, il y avait cette nécessité de mettre ce débat au cœur. Maintenant, ce que j'espère, et c'est vrai que ça a été dit aussi, c'est que le gouvernement, on n'a pas de réponse là-dessus, sur les moyens qui seront mis pour pouvoir communiquer pendant ces 9 mois, comme je dirais, se fait sur une campagne électorale, de la manière dont on va communiquer pour que tout le monde puisse avoir accès à ce site internet, avoir accès aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens, smartphone, etc., donc pouvoir se rendre dans des mairies pour pouvoir voter. Et donc ça, il y a une nécessité de communiquer là-dessus. Paul Cassia, est-ce qu'il faut un comité de suivi pour s'assurer aussi de la transparence ? Il a été obtenu, oui, pour justement voir aussi à la fois l'authenticité des soutiens, mais vérifier que toutes les personnes qui souhaitent apporter leur signature sont bien comptabilisées. Je ne sais pas s'il faut un comité de suivi. Il y a le Conseil constitutionnel qui peut être saisi. Et à titre comme citoyen, j'ai créé une association avec d'autres citoyens et nous allons faire un suivi citoyen et une information citoyenne. Ça consistera en quoi, ce suivi citoyen ? Eh bien, à donner des informations sur le recueil des soutiens, sur le nombre de soutiens qui ont été recueillis, sur l'importance de cette question qui est soumise au peuple français, aussi bien d'un point de vue démocratique que d'un point de vue économique que politique. Et aussi avec cette idée que peut-être que le gouvernement entend ne pas communiquer pleinement sur cette procédure, eh bien, il nous appartient, à nous, citoyens, de nous saisir de cette procédure. Les parlementaires nous l'ont offert, et c'est à nous maintenant, citoyens, de nous en saisir pleinement. Alors avant de continuer ce débat, on retourne salle des conférences où nous attend Alexandre Poussard pour une réaction avec la sénatrice socialiste Victoire Jasmin. Et oui, Victoire Jasmin, vous êtes sénatrice de la Guadeloupe. Est-ce que ce référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris va avoir, est-ce que cette collecte de signatures va avoir du succès aux Antilles, en Guadeloupe ? Eh bien, je vais me battre pour qu'il y ait du succès, évidemment, parce que nous sommes impactés par les différentes problématiques qui se posent, dans la mesure où nous sommes confrontés aux coûts, et les taxes aéroportuaires ont un impact sur les prix des billets d'avion. Ça passe du simple au triple, voire même au quadruple quelquefois, parce qu'on peut avoir des billets autour de 400-500 euros dans certaines périodes, et d'autres fois des billets qui vont vers 2000 euros. Donc ce n'est pas tenable, et nous sommes des territoires. D'outre-mer, nous sommes confrontés à l'insularité, et nous avons des surcoûts qui sont liés à cette insularité, des surcoûts pour les billets d'avion,
avions pour pratiquement tout ce que nous faisons, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les personnes qui viennent en formation, parce que nous n'avons pas la continuité territoriale, de fait, et c'est vraiment, ça va nous impacter considérablement. Donc les taxes aéroportuaires, mais en plus, c'est un bijou de famille qu'on va brader. Donc parce que ADP, c'est quand même 150 millions d'euros de dividendes chaque année. Donc l'État a fait un choix qui n'est pas un choix pertinent dans l'intérêt des Français. Donc je ne veux pas vraiment, parce qu'il y aura un impact sur l'ensemble des Outre-mer et des conséquences graves pour nous. D'accord, donc vous allez mobiliser les Guadeloupéens sur cette question. Oui, parce que nous avons aussi tous les problèmes climatiques qui sont liés à la santé, parce qu'il y a beaucoup d'évacuations sanitaires qui se font, il faut le savoir, et l'impact sera considérable en termes de surcoût pour les hôpitaux. Et maintenant qu'on parle des hôpitaux de proximité, qu'il y aura des ordonnances, mais moi j'aurais souhaité sécuriser un petit peu tout cela. Alors l'enjeu, c'est de collecter au moins 4,7 millions de signatures, c'est-à-dire 3 fois plus que les participants du grand débat. Est-ce que, selon vous, c'est possible ou c'est peine perdue ? On va tenter, il faut que ce soit atteignable parce que nous sommes tous impactés par ces problématiques. Nous voulons vraiment que ADP reste quand même un bien public et pas quelque chose de privé où on va spéculer sur le dos des Français. Et à l'instar de ce qui se fait déjà, que ce soit à Nice, que ce soit sur les autoroutes, eh bien nous ne souhaitons pas que nous soyons impactés davantage et que l'ensemble des Français se voient démunis de ce bien stratégique, géopolitique, géostratégique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, en réaction un peu à ce référendum contre la privatisation d'ADP, le gouvernement va réformer cette procédure du référendum d'initiative partagée en l'assouplissant, en baissant le nombre de signatures à collecter, mais aussi en l'encadrant pour que cette procédure ne concerne pas les textes trop récents qui viennent d'être votés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, c'est un déni de démocratie, parce qu'on a vu la semaine dernière, il y a eu un vote sur l'IVG, sur la prolongation sur 2 semaines. Eh bien, on a vu 4 jours après, le gouvernement a su trouver des stratégies pour revenir sur un vote. Donc, je ne vois pas pourquoi, quand ça arrange, eh bien, il fait valoir un certain nombre de textes de la Constitution prévus par la législation, et quand ça ne l'arrange pas, eh bien, il veut tout remettre en question. Donc, moi, je trouve que c'est une forme de lâcheté de la part du gouvernement, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas tout faire et de n'importe quelle manière. Très bien, merci beaucoup Victoire Jasmin. C'est moi qui pour vous votre remercie. réaction. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. On continue le débat en plateau. Jean-Marc Gabouty, on parlait de l'aspect transparence justement. On sait que finalement ces signatures ne sont pas anonymes. Chaque signataire, l'identité de chaque signataire est publique. Oui, alors c'est la différence avec le vote. Lorsqu'on est aux élections, on a le secret du vote. Moi, je voudrais faire remarquer que 4,7 millions de 4,7 millions signatures, c'est 20% à peu près des suffrages exprimés lors des dernières élections européennes. Donc, au début, il va y avoir effectivement une montée en puissance qui risque d'être rapide. La difficulté, c'est effectivement d'arriver aux 4,7 millions. Et moi, je ne préjuge de rien. Dans la période actuelle, on peut s'attendre à tout. Donc, on y arrivera peut-être, mais 4,7 millions, c'est quand même un chiffre très élevé et assez dissuasif. Et je le dis d'autant plus librement que je ne suis pas vraiment un adepte des référendums. Mais je veux dire que 4,7 millions, c'était vraiment quelque chose pour décourager. C'est-à-dire que c'était un effet d'annonce. Mais voilà, 10% des parlementaires, ça peut se trouver encore, la preuve. Mais 4,7 millions, c'est beaucoup plus difficile. Donc, le sujet n'est pas assez mobilisateur, cette question de la privatisation. Je crois qu'on va voir dans la nouvelle loi, si on l'examine dans les mois prochains ou dans les années à venir, effectivement, il a paru de bon sens, si on maintient une possibilité référendaire, de diminuer effectivement le nombre de signatures, ce qui est proposé par le projet de loi constitutionnelle, à 1 million et non plus à 4,7 millions, qui est un chiffre difficile à atteindre. Vous partagez cette analyse, Guillaume Gontard, c'est beaucoup trop, 4 millions à 700 000 signatures dans cet espace de temps assez restreint, finalement 9 mois. C'est évident que 4,7 millions de signatures, c'est énorme. Je pense que le sujet, en tout cas, les mérite et qu'on y arrivera. Mais c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que c'était un petit peu un effet d'annonce quand ça a été mis en place en 2008, puis dans les décrets d'application ensuite 2015. Alors, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est de la part du gouvernement, et j'ai entendu le discours du Premier ministre hier, qui disait qu'il fallait justement ouvrir plus sur le référendum, travailler sur ces questions de démocratie participative, de proximité. Et c'est vrai que là, on n'a pas senti
un accompagnement sur cette mesure. Je dirais que le gouvernement a plutôt traîné les pieds, et ce qui est assez étonnant, quoi, parce que d'un côté, on ne peut pas dire, bah oui, c'est vers ça qu'il faut aller, il faut donner un petit peu la main aux citoyens, il faut qu'il y ait cette possibilité-là, cette ouverture vers le citoyen, et puis en même temps, quand on a même pourtant des procédures très compliquées, qu'on s'en empare, eh bien, un gouvernement qui traîne, je dirais, qui fait plus que traîner les pieds, quoi. Et donc, c'est vrai que ça pose clairement question sur ce qu'on souhaite réellement. Je rajoute aussi que dans ce qui est prévu et dans ce qui a été annoncé, alors c'est pas encore, mais dans les discussions, oui, on redescend à 1 million, mais une procédure comme celle-ci serait plus possible, puisque un texte en discussion, il est prévu qu'on ne puisse plus appliquer cette procédure-là sur un texte en discussion, donc comme ça a été le cas sur ADP. Paul Cassien, on voit la difficulté de mobiliser justement les signataires pour ce type de référendum. Qu'est-ce que ça veut dire? On va justement permettre aux citoyens de se mobiliser, mais au final, une fois qu'ils auront obtenu cette possibilité de référendum, ils ne la saisiront pas forcément, ça ne sera pas suivi d'effet? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une difficulté à mobiliser. On est au premier jour de l'ouverture de la période du recueil des soutiens. Donc on ne peut pas préjuger s'il y a difficulté ou pas. Moi, je suis très optimiste. Je conçois mal que plus de 90% du corps électoral français n'est pas intéressé par, la question de s'exprimer sur une question stratégique majeure, et deux, la possibilité d'avoir son mot à dire sur la qualification des aéroports de Paris. Donc je suis assez optimiste sur les suites à donner à la période du recueil des soutiens. Mais c'est vrai que le référendum d'initiative partagée, tel qu'il a été conçu, est fait pour ne pas être mis en œuvre. D'ailleurs, le président Sarkozy n'en voulait pas, ça ne faisait pas partie de ses propositions en 2008, et la loi organique qui la met en œuvre n'a été adoptée qu'en 2013 sous le quinquennat Hollande. Donc il y a sur ce point-là une certaine ambiguïté des pouvoirs publics. Est-ce que justement le Parti socialiste va faire campagne encore sur ce thème? Alors, je voudrais d'abord répondre, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, en tout cas pour les socialistes, puisque vous avez entendu, vous l'avez dit vous-même, c'est que c'est les socialistes arrivés au pouvoir qui ont fait la loi qui permet de le mettre en application. Donc pour le coup, nous sommes favorables à cela. Non, l'enjeu qu'il y a derrière, c'est quand même la notion d'ailleurs du service public. D'une part, et la question, est-ce qu'un fleuron, parce que je rappelle, Aéroport de Paris fonctionne très bien. C'est un géant français et un géant dans le monde. Est-ce qu'on doit privatiser ou pas? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi qui suis élu du Val d'Oise, et globalement, j'ai aussi été conseiller régional, l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Et je crois qu'ils sont les uns et les autres concernés. Parce que si on prend Roissy, je crois que ça concerne un peu le Val d'Oise, le 67, le 93, Orly et le Bourget. Je crois qu'il y a matière, je crois qu'il faut maintenant mener campagne. Il y a effectivement 9 mois qui est devant nous. C'est pour ça qu'on demande des campagnes civiques du gouvernement. Un comité de suivi qui a été accepté cet après-midi, qui permet de travailler régulièrement entre toutes les parties avec le pouvoir pour voir comment tout ça peut fonctionner. On demande également que le nombre de communes où on peut déposer soit des CERFA, soit venir s'inscrire sur Internet, soit élargi. Tout ça, c'est accepté. Il y a la question du comptage du nombre de signataires. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un chiffre toutes les semaines. Le mieux serait sur le site, avec un compteur, le délai permettant, bien sûr, entre le moment où on dépose et le moment que le conseil constitutionnel vérifie, il faut l'entendre, mais nous, on demande toutes les semaines, au minimum, et pour l'instant, on nous répond tous les mois. Je crois que tous les mois, ça veut dire 9 points de passage. Quand on fait un peu de sport, 9 points de passage, c'est trop faible. Donc, il faut élargir cela. Et maintenant, il faut mener campagne. Oui, le Parti socialiste va mener campagne, mais pas seul. D'abord parce que vous avez des élus locaux qui ont des vrais enjeux. Moi, je prends les élus du Val d'Oise, notamment l'Est du Val d'Oise où est l'aéroport. Je veux dire, le Val d'Oise, c'est quand même, on a le droit au plan d'exposition du bruit, c'est-à-dire on a les aéroports, les avions au-dessus de la tête. On peut aussi avoir un avis sur ce qu'on va faire de l'aéroport. Bon. Donc, les élus, avec les parlementaires concernés, il y en a de droite, de gauche, on va aussi travailler ensemble. On s'est réunis cette semaine au Sénat, on va se réunir rapidement. Le 19 juin prochain, moi j'y serai pour le groupe socialiste à 19h, Bourse du Travail à Saint-Denis. On fait une sorte de lancement d'une campagne, donc puis des associations. On va tous y travailler. Parce que derrière ça, c'est est-ce qu'on peut donner la parole aux concitoyens? Moi je pense que oui. Vous savez, je suis moi pour le droit d'amendement. Alors, je suis pour qu'on leur demande l'avis aux citoyens sur les grandes questions fondamentales. Il y a pourtant des parlementaires, notamment ici au Sénat, qui sont pour la privatisation. C'est le cas du centriste Michel Canevet. Il est avec vous, Alexandre Poussard. Et oui, Michel Canevet, vous faisiez partie des sénateurs qui étaient favorables à cette privatisation d'Aéroports de Paris. Donc vous n'êtes pas forcément emballé par cette procédure de référendum d'initiative partagée.
Oui, effectivement, moi j'ai soutenu la privatisation d'ADP parce que je considérais que c'était important, effectivement, et qu'il n'y avait pas d'obstacle à cela. Et j'ai constaté que le Conseil constitutionnel avait validé la loi Pacte, notamment sur cet aspect de privatisation d'ADP. Alors le RIP, c'est une procédure qui vient après le vote de la loi. C'est ça qui pose un peu de difficulté parce que finalement, on a décidé d'engager la privatisation d'ADP et puis il y a une procédure de référendum maintenant qui viendrait faire attendre l'opération de privatisation et ça peut être préjudiciable pour l'économie, pour ADP également. Mais est-ce qu'il faut quand même écouter une partie de ces parlementaires d'opposition et puis les citoyens qui sont mobilisés contre ce projet malgré l'adoption du Parlement? Nous avons eu un très large débat pour ce qui concerne les parlementaires dans les deux assemblées. C'est clair que nous avons longuement débattu et en commission spéciale et dans les hémicycles. Et donc je considère que pour ma part, le débat a eu lieu. Alors les citoyens, effectivement, il n'est pas illogique qu'ils puissent s'exprimer aussi. C'est en ce sens qu'on ne peut pas forcément être contre l'idée des référendums. Au contraire, je crois qu'il faut pouvoir consulter la population sur un certain nombre de sujets, faciliter les choses sur ce plan-là, mais le faire après que le texte ait été voté, moi, ça ne me semble pas très logique. Et justement, est-ce que néanmoins cette première démocratique de collecte de signatures pour un référendum d'initiative partagée, est-ce que cela peut intéresser davantage les citoyens au débat public? J'espère. L'objectif à travers cette idée de référendum, c'est bien d'intéresser un peu plus les citoyens à l'ensemble des sujets d'intérêt public. Et certains ont considéré qu'ADP était un sujet d'intérêt public. Moi, je pense quand même que pour avoir un bon avis sur le sujet, il faut avoir étudié le sujet. On ne peut pas, je dirais, avoir un avis sans avoir bien examiné l'ensemble des tenants et des aboutissants. Ça nous a pris beaucoup de temps au sein de la commission spéciale pour étudier le sujet et nous forger une opinion. De le faire au ressenti, ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Ça peut l'être sur un certain nombre de sujets de société, mais sur des sujets techniques comme la privatisation d'ADP, c'est peut-être un peu moins justifié. Donc sur des sujets techniques comme ce sujet d'ADP, les citoyens sont moins bien informés que les parlementaires, donc il ne faut pas les écouter? Ils peuvent, si, bien sûr qu'on peut et on doit les écouter. On a écouté d'ailleurs une partie de ceux qui ont voulu s'exprimer sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des sujets comme celui-là, qui sont des sujets très techniques, il faut bien connaître l'ensemble des tenants et des aboutissants. Par exemple, sur ADP, il est clair qu'on parle de privatisation, mais c'est une concession de 70 ans, donc ce n'est pas une réelle privatisation. Ensuite, l'opérateur qui sera choisi, l'actionnaire qui sera choisi, ne pourra pas à sa guise gérer ADP. Il y a un contrat de régulation qui va être établi avec l'État et qui va tous les 5 ans déterminer les orientations d'investissement et la manière dont les taxes doivent évoluer. Et puis, il y a une autorité indépendante aussi qui contrôle tout cela. Très bien, c'est un sujet assez compliqué, il est vrai. Merci Michel Canevette d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour cette réaction. Il y a des garanties, nous dit le sénateur Canevet au micro d'Alexandre Poussard, justement garanties obtenues par l'État pour justement faire une privatisation qui ne remette pas en cause certains avantages. Vous partagez cette analyse? En partie, en grande partie. Si vous voulez, moi je crois que j'ai pas d'a priori sur les privatisations ou le fait que ça reste dans le domaine public. J'étais plutôt contre les privatisations des autoroutes. Je serais plutôt pour la privatisation d'ADP parce que je pense que le service public routier en général, comme le service public ferroviaire, au niveau du réseau, est plus un service public qu'un aéroport dans lequel on conserve la maîtrise des flux de passagers par l'intermédiaire des douanes et du contrôle qu'on exerce, et le flux des avions par les aiguilleurs du ciel. Donc je dirais que la privatisation porte sur une partie qui peut être effectivement rentable et rapportée effectivement, mais qui est finalement l'intendance du fonctionnement de la structure. Le contrôle public demeure par effectivement ces verrous qui sont à la fois sur la sécurité et sur les flux de passagers et les flux aériens. À partir de là, c'est un problème capitaliste, c'est-à-dire est-ce que ça doit être des capitaux d'État ou des capitaux privés, sachant que si ce sont des capitaux privés, il y a suffisamment d'encadrement pour qu'effectivement, au niveau de la protection des habitants, au niveau des zones de survol, etc., la réglementation ne va pas changer, que ce soit des capitaux privés ou des capitaux publics. C'est la même réglementation qui va s'appliquer en la matière. Donc, sur un certain nombre de choses, il n'y a pas d'effet négatif. Ensuite, on peut s'interroger sur l'opportunité de l'État de vendre une participation qui aujourd'hui rapporte de l'argent, mais nécessite des efforts d'investissement
ou effectivement de la conserver chaque année en récupérant les dividendes pour financer, ce qui est une autre option que je respecte tout à fait. Guillaume Gontard. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui a été donnée en citant la privatisation des concessions d'autoroutes, où je dirais que tout le monde maintenant est d'accord pour se dire que ça a été quand même une véritable erreur. Et là, on est en train de faire la même chose et nous donner les mêmes arguments. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est de se dire pourquoi on privatise ? À quoi ça sert ? Parce qu'il pourrait y avoir voilà. Tout à l'heure, on disait, il y a eu un débat, si on donne ça aux citoyens, ils n'ont pas les éléments, etc. Les questions, on les a posées au ministre, on a demandé pourquoi on privatise, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse ? La seule réponse, elle a été donnée là, c'est de dire, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas une privatisation, c'est sur 70 ans. C'est un petit peu léger. Et l'autre chose, c'était de dire on va faire un fonds pour la recherche et l'innovation et on mettra 250 millions d'euros. Je rappelle que les dividendes actuels, c'est de l'ordre de 135 millions d'euros par an. Moi, je suis de la montagne, plutôt rurale. Quand on a une vache qui a fait du lait, on la garde. Et puis, on vend le lait et on fait des fromages avec. Et donc là, je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là. Et on n'a aucune réponse en termes de... On a auditionné le président d'ADP actuel qui nous dit, mais le fonctionnement actuel pose aucun problème sur le développement d'ADP, donc il n'y a pas de nécessité. Après, il dit si c'est un choix politique de privatiser, pourquoi pas. Mais en tout cas, il ne se sent pas bloqué dans le développement, dans la gestion de cette entreprise. Donc pourquoi on privatise une entreprise qui rapporte de l'argent ? Paul Cassian, on arrive bientôt au terme de ce débat. On se projette au 12 mars 2020 à minuit. On imagine que le seuil est atteint. Que va-t-il se passer ? Bien, le Parlement va être ressaisi, l'Assemblée nationale puis le Sénat. Et la procédure pourra s'arrêter si les deux chambres examinent la proposition de loi. En revanche, si l'une des deux chambres n'examine pas la proposition de loi, à ce moment-là, dans les 6 mois, le président de la République sera tenu d'organiser un référendum à l'automne 2020. Bien, merci pour vos explications. Merci Paul Cassian, merci à vous Rachid Temal, merci Jean-Marc Gabouty, merci Guillaume Gontard d'être venu parler de ce référendum d'initiative partagée sur le plateau de Public Sénat. On en vient maintenant à l'actualité sur la CMP, sur le projet de loi Blanquer, puisque les députés et les sénateurs se sont mis d'accord sur le projet de loi pour une école de la confiance. Une version commune du texte a été adoptée. Et vous allez le voir, les sénateurs ont dû lâcher du lest, notamment sur la question du financement des écoles maternelles privées et les explications de Fabien Riquer. Alors que les syndicats donnaient de la voix une dernière fois, députés et sénateurs ont finalement pu s'entendre sur une version commune du projet de loi École de la confiance. Parmi les apports du Sénat, la suppression de l'article le plus polémique, qui introduisait la possibilité de fusion entre écoles primaires et collèges dans certains territoires, ainsi que la réécriture de l'article 1 sur le devoir d'exemplarité des professeurs, une réécriture censée conforter l'autorité des enseignants. Mais le Sénat a aussi lâché du lest. 2 propositions issues de la droite sénatoriale sont supprimées. L'interdiction des signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires, ainsi que la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme. Il y a eu la volonté partagée des députés et des sénateurs de voter ensemble un texte commun qui abaisse la scolarité à 3 ans, qui renforce la formation initiale et la formation continue des professeurs, qui établit l'évaluation des établissements, qui permet la liberté et l'expérimentation. Je pense que cette réforme elle fera sentir ses effets. Le Sénat a également reculé sur le sujet du financement des écoles maternelles privées par les communes. Avec l'école à 3 ans, ce financement devient obligatoire. Comme le souhaitait le gouvernement, toutes les communes ne seront pas compensées face à cette augmentation de leurs dépenses. Et Fabien Ricard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fabien, vous êtes journaliste à Public Sénat et vous venez justement de suivre l'élaboration de ce texte et notamment le vote du Sénat. Un reportage qui sera d'ailleurs à découvrir prochainement sur nos antennes et sur notre site internet. L'école à 3 ans, une question d'argent. C'est au cœur des discussions puisqu'on vient de l'entendre. Cette question du financement des écoles maternelles privées faisait l'objet d'un désaccord entre le Sénat et le gouvernement. Alors effectivement Delphine, tout simplement parce que l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire a un coût pour les communes. Elles vont devoir financer les dépenses de fonctionnement des écoles maternelles privées, comme elles installées sur leur territoire, comme elles le faisaient déjà pour les écoles élémentaires. En fait, c'est une conséquence d'une loi qui date de 1959, la loi Debré,
C'est la loi qui reconnaît la participation de l'école privée au service public d'éducation. Et donc cette reconnaissance, elle est accompagnée de financements publics. Et cette reconnaissance du rôle du privé s'étend donc aujourd'hui à l'école maternelle. Et le gouvernement, dans ce projet de loi, ne prévoit pas de compenser ces nouvelles dépenses? Alors en partie seulement, puisque les communes qui jusqu'à présent ne versaient rien aux écoles maternelles privées se verront compensées par l'État. Mais en fait, les 2/3 des communes en France versaient déjà de manière facultative une subvention aux écoles maternelles privées. Eh bien, pour ces communes, il n'y aura pas de compensation. Le Sénat avait dénoncé une injustice et réécrit le texte pour finalement abdiquer devant la version du gouvernement. Le gouvernement qui s'abrite, lui, derrière un argument constitutionnel. Il ne compensera que les dépenses nouvelles pour les collectivités du fait de cette loi, mais pas les dépenses déjà engagées au préalable par ces mêmes collectivités locales. Alors je le dis, vous avez réalisé un reportage sur cette question du financement de l'instruction à 3 ans. Ça fait l'unanimité, cette question. Alors tout à fait, sur le papier, l'école à 3 ans, et même du point de vue pédagogique, fait l'unanimité. Mais dans les faits, son application soulève un certain nombre de questions. Et nous sommes notamment allés à Brest. Donc c'est une ville qui mène une politique volontariste en direction de ces écoles maternelles publiques, qui met beaucoup d'argent pour ces maternelles publiques. Avec la loi, la ville va devoir aligner le même effort en direction des maternelles privées. Donc c'est un coût que la ville de Brest chiffre à 1,6 million d'euros, une somme qui ne lui sera donc pas compensée par l'État. Et tout ça pour aucun enfant scolarisé en plus, puisqu'à Brest, comme dans beaucoup d'autres communes, presque tous les enfants de 3 ans sont en fait déjà scolarisés. Donc la ville dénonce à l'unisson avec certains syndicats enseignants un cadeau en direction de l'école privée qui n'était pas forcément demandeuse et qui se voit renforcée budgétairement. Eh bien, merci beaucoup Fabien. Je rappelle le titre de votre reportage, l'école à 3 ans, une question d'argent. C'est à voir sur le site internet de Public Sénat et très prochainement sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.